Bonjour à tous, Franck Muller. Nous sommes mardi 6 octobre. Un peu frisquet, un temps automnal, hein. Bon, c'est l'actualité. Je suis ravi de vous retrouver. Je me pose toujours la question où sont passés mes 6000 abonnés, mais bon, on va faire. On va dire c'est la qualité qui est restée. Voilà. Hein, je vous remercie en tous les cas de votre assiduité. Hier, je vois le professeur Toubiana sur Sud Radio, grand épidémiologiste quand même, qui a l'air de savoir de quoi il parle. Il nous explique qu'il y a eu 10 millions de personnes testées, dont seulement 4% de positifs, et dans les 4% de positifs, 95% sont non malades, ce qui donne 99,7% de personnes testées qui sont donc asymptomatiques, c'est le cas de le dire. Donc, voilà. On vous annonçait des chiffres l'autre jour, je ne sais pas, il y a une histoire de 12 000 positifs. Ah, mon Dieu. Oui, mais 12 000 positifs à 99,7%. Il vous reste 119 641 non malades. Et donc, ça fait que 36 malades sur 12 000 positifs. D'accord ? Voilà. Il est bon aussi de rappeler que nous avons chaque année 1% de la population française qui meurt. Il y a eu 660 000 personnes décédées en 2019. Comme je vous l'ai déjà dit, ce qui fait à peu près 50 suicides par jour, 50-60 suicides, également en accidents domestiques. Oui, il y a plus d'accidents domestiques que de morts du Covid. Peut-être 300 personnes par jour qui meurent du cancer. Voilà, bon. Donc, c'est là qu'on verra en fin d'année, hein, et j'attends, 660 000 personnes en une année, soit 1% de la population. Et quand on vous parle d'une surmortalité de 30 000, statistiquement, ça ne se verra pas. De plus, comme je vous dis, alors qu'il y a 8 à 10 000 morts de la grippe saisonnière chaque année, cette année, il n'y en a pas eu. Donc, en fin de compte, vous verrez, on y reviendra quand on aura les chiffres, mi-janvier, on verra qu'en fin de compte, l'indice n'est pas de plus 30 000 morts, il sera peut-être de plus de 10 000 ou 12 000, mais sur, comment dire, dans la mesure où on vit, on a un risque de mourir. D'un seul coup, vous avez un malaise, vous avez un AVC, vous avez des tas de choses qui se produisent, et malheureusement, c'est comme ça. Voilà. Il faut le savoir, il faut en être conscient. Après que vous preniez des précautions, c'est tout à fait normal, c'est votre choix, etc. Mais statistiquement, voilà, il faut comprendre. Il y a 0,30% de personnes qui sont malades. Hein, c'est peanuts. Hein. Bon. Voilà, je voulais revenir sur la nuit du 1er octobre. Et donc, le gouvernement a fait voter la prolongation de ses pouvoirs exceptionnels. Donc, nous assistons à un transfert des pouvoirs de l'Assemblée au profit du gouvernement. Voilà, c'est toujours en état d'urgence sanitaire, soi-disant. Et hop, je t'en remets jusqu'en mars, avril, je crois. Voilà. Et puis en plus, on donne l'habitude aux Français donc, à subir des moyens de privation de liberté. Voilà. Alors, on a eu l'occasion de voir, et je pense que vous avez certainement dû voir passer cette vidéo. Je vais vous mettre un tout petit extrait là. Mais une certaine Martine Bonner, médecin, et qui dénonce, ex-députée En Marche, qui dénonce la situation sanitaire. C'est une médecin qui a travaillé en réanimation, donc il nous dit on met des gens en réanimation pour seulement 3 litres d'oxygène, ça s'est jamais vu. Hein. C'est-à-dire que l'oxygène, on peut vous le filer, il n'y a pas besoin de rester des jours et des jours sous assistance respiratoire, comme quelqu'un qui serait à l'article de la mort. Et elle nous signale 2 choses en pleine Assemblée nationale, que la Belgique va utiliser donc depuis hier la chloroquine et l'azithromycine comme traitement. Et puis, il semblerait que le CDC américain, le Haut Conseil de santé américain, indique que le masque ne sert à rien et qu'en fin de compte, la transmission du virus se fait principalement donc par le contact, c'est ce qu'on appelle du manuporté,
par le contact physique, si vous voulez, avec la main, mais en aucun cas par l'aspect volatile des gouttelettes. Voilà. Je vous laisse cette petite vidéo là-dessus, et ensuite on va revenir, ma foi, sur le discours, sur le fameux discours sur le séparatisme islamiste qui va tenir tout le reste de la vidéo. Hein. Mais vous allez voir, c'est fantastique. Tout ce qu'on peut faire pour l'assimilation, il faut que nous, on s'assimile à la culture musulmane. C'est surtout ça. Allez, je vous laisse, je vous reprends dans 1 minute. À tout de suite, merci. Que je suis une affreuse complotiste, mais regardons l'ensemble des pays européens, très proches de chez nous, simplement la Belgique, qui va réautoriser à partir de la semaine prochaine le traitement par azithromycine hydroxychloroquine. Ce n'est pas un traitement magique, j'ai le respect de toutes les personnes qui ont, peut-être par un scoop, parce que ça vient de sortir, le Center of Disease Control vient de faire des excuses aux Américains. Le masque ne sert strictement à rien, mesdames et messieurs. Il n'a jamais été prouvé, ça vient de sortir, et la CDC, qui est l'équivalent de notre conseil scientifique de la Haute Autorité de Santé réunie, vient de prendre des mesures pour expliquer que le virus circule par manuportage et qu'il n'a jamais... Nous revoilà. Bien, chose importante, vous verrez sur ma page Facebook, il existe une association qui s'est créée qui s'appelle bonsens.org. Bon sens se tient. Hein, avec le professeur Perron, Martine Bonner, la députée que vous venez de voir, le docteur Guillaume, Sylvano Trotta, hein, personne qui fait beaucoup de vidéos sur le Covid, etc. etc. Voilà. Donc, vous pourrez voir sur ma page Facebook, il y a la vidéo de présentation qui est sur un site Liberté Réflexion. Voilà. Ça valait le coup de passer l'information. Bien, ce discours présenté la semaine dernière par le chef de l'État au Muro, consacré au séparatisme islamiste. Alors, les islamistes radicaux, les frères musulmans ou autres adeptes de Daesh et Al-Qaïda, qui sont visés apparemment dans ce discours, ne sont pas forcément dans une logique de séparatiste. Ils ne souhaitent pas fonder une société à part, mais plutôt conquérir, asservir notre société dans son ensemble, en nous faisant adopter ses us et coutumes. Il y a toujours un tabou qui est la maîtrise des frontières et des migrations. Voilà. Alors il ne faut surtout pas en parler parce que ça fait le péniste. Hein. Mais dans un pays ravagé par le chômage, au moins 4 à 6 millions de personnes, la pauvreté, au moins 9 millions de personnes, et une désespérance de toute une jeunesse laissée sur le carreau, peut-on se permettre de recevoir chaque année 250 000 migrants avec des nouveaux titres de séjour et 140 000 demandeurs d'asile? C'est le chiffre du ministère de l'Intérieur 2019. Alors vous voyez, déjà, on en est déjà pratiquement 400 000, plus en fin de compte tous les clandestins. Mais vous voyez ce que je veux dire? Déjà, avec toutes les personnes qui sont dans un état de pauvreté, comment rajouter chaque fois enfin, comment dire? Si vous voulez, vous apercevez qu'il y a une destruction de l'idée de nation, de patriotisme. Jusqu'en 1945, il y avait une certaine passion de la France, l'amour de la patrie, jusqu'à la possibilité d'un sacrifice ultime qui transcendait les clivages de religion. Français chrétiens, Français juifs, Français musulmans communiaient dans un... D'abord, ils étaient français, hein, dans l'engagement patriotique. Hein. On peut voir dans les cimetières militaires qu'il y a des tombes mélangées à la Somme, dans la Somme, dans la Champagne, voilà. Dans les cimetières militaires, toute confession mélangée. Mais c'est cette mort, si vous voulez, ce que les élites mondialistes combattent, cette idée l'idée nationale, la passion de la France. Et c'est seulement cette idée de patrie qui peut éventuellement faire face au fanatisme islamiste. Hein. Donc, c'est toujours facile d'accuser la France dans son histoire à cause de ses conquêtes coloniales
toujours ce crime contre l'humanité, et puis en fin de compte, qu'est-ce que ça fait? Toujours parler de cette repentance, et bien ça fait on propage toujours et on continue sur la haine de la France, et on se trouve, en fin de compte, avoir une parole complice des idéologues islamistes. Et puis il faut se rendre compte quand même qu'il y a une crétinisation de la masse, et donc l'islamisme est aussi le fruit de l'effondrement de l'école, de la culture, de l'intelligence, et voilà, et l'islamisme profite de cet échec scolaire. Des jeunes Français, y compris musulmans, bien évidemment, auxquels on aura pu enseigner et faire apprécier le génie de Molière, de Chateaubriand, la musique de Ravel. Voilà, quand ils seront rentrés dans cette culture-là, ils ne seront pas tentés par l'idéologie islamiste. Voilà. Mais il y a un désastre de l'école, il y a une désinstruction nationale en cours, et c'est aussi l'une des causes fondamentales de la montée de l'islamisme en France, c'est tout. Hein. Alors la violence, la délinquance, la généralisation des agressions, du trafic de drogue, ce chaos général qui gagne la société française est aussi une des causes essentielles. C'est un fait. Il y a une allégeance de jeunes gens à l'imam du quartier, et c'est une réaction contre un climat apocalyptique qui règne dans notre pays. Voilà. Et puis quand vous voyez le spectacle que donnent nos politiques tout en haut, hein, corruption, copinage, clanisme, mépris des Français, hein, ce sont des descendants, ce sont des Gaulois réfractaires, et tout ce climat de désordre favorise le dégoût, et en réaction, certaines populations qui baignent déjà là-dedans se tournent vers cette idéologie islamiste, hein, c'est clair. Le séparatisme, bon, c'est pas très adapté, hein, mais bon, vous apercevez maintenant que ça touche plusieurs segments de la vie sociale et médiato. Hein. Vous avez aussi des féministes hystériques qui tiennent en toute impunité un discours d'élimination physique ou d'anéantissement des hommes ou de l'homme blanc. Et voilà, il y a des intellectuels qui, aux heures de grandes écoutes sur les grandes chaînes de Radio Nationale, veulent interdire l'accès à la parole aux intellectuels politiques de l'autre bord, ainsi tenant ouvertement un discours fascisant, soviétisant. C'est-à-dire, quand on veut interdire que Zemmour ou d'autres personnes s'expriment, c'est de la folie, parce que quelque part, c'est ne pas vouloir confronter ses idées et en étant de gauche, se dire on détient la vérité et on refuse toute contestation. D'accord? En fin de compte, ce sont eux les fascistes. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et donc, en fin de compte, vous avez une faiblesse, une impuissance de l'État, et en fin de compte, ils ont beau faire des discours, ça ne parvient pas à dissimuler l'état de délabrement du champ de ruines qu'est la France. Hein. D'ailleurs, comment dire, qu'est-ce qu'un discours à l'Élysée, élyséen, quand la parole politique abonde jour après jour, teintée de provocation, de volte-face, d'incohérence, de polémique? Alors on en parle, on a tout et son contraire. Puis en fin de compte, vous avez l'impression que ce sont des mensonges, des leurres, pour masquer le réel, grappiller des points dans les sondages en vue d'une prochaine élection. Mais qui peut croire et encore faire confiance à Emmanuel Macron? Enfin, beaucoup attendaient les déclarations du chef d'État sur les soubresauts communautaristes observés en République française. Et donc, vendredi dernier, Emmanuel Macron a donc empoigné la question et pour dire ce qu'il pense du séparatisme, ce qu'il entend faire, s'y opposer. Et on va voir ce qu'on va voir. Hein. Oui. Enfin bon, c'est République du Bisounoursland, hein, j'avais lu. De toute façon, c'est un constat. Il semble que au cœur même de la France, de notre pays, certains ne veulent plus vivre ensemble et faire société, selon les expressions simplettes à la mode. Certains quartiers dérivent loin des lois du pays. Certaines communautés ne veulent plus respecter les us et coutumes de l'habitant de souche, ce qu'on appelle un habitant séculier, hein, génération par génération de Français. Voilà. Donc maintenant, Macron veut s'attaquer au séparatisme islamisme. Alors c'est bizarre parce qu'en fin de compte, on vous parle de séparatisme et on efface le mot communautarisme. C'est certainement plus chic et puis ça fait moins anti-musulman. Hein. Voilà. Mais alors il y a un truc que je ne comprends pas, parce que puisqu'il y a un séparatisme islamiste qui nous guette,
On nous propose donc d'accroître l'importance de la langue arabe dans les enseignements scolaires, de mieux étudier la richesse de la civilisation musulmane au niveau universitaire. Oui, je tourne ma page parce que là, franchement, sans oublier bien sûr de créer un institut scientifique d'islamologie, parce qu'une haute autorité islamologique, ça fait pompeux. Et il y aura un comité, une commission, voilà, des bidules républicains, voilà, ça fait... Voilà. Et puis alors, ce qui est très bizarre, c'est qu'il y a une nouvelle interdiction, celle de l'instruction à domicile, qui donc sera restreinte à des cas bien spécifiques. En effet, lutter contre des familles qui veulent des enfants éduqués et opérationnels loin de la propagande nationale est aussi une étape indispensable de la lutte contre le séparatisme. Dans la lecture de ces éléments, on commence à comprendre que tout cela sert de prétexte pour restreindre encore plus la liberté des Français. Alors, en fin de compte, vous apercevez, la crise sanitaire fut un véritable boulevard pour un rouleau compresseur, voilà, pour compresser notre liberté, et le séparatisme joue encore maintenant le même rôle. Surtout ne laissons pas des familles libres d'instruire leurs enfants comme bon leur semble à la maison, hein, en assimilant dans un geste aussi large que grotesque l'éducation à domicile aux écoles privées coraniques où on endoctrine les enfants. On parvient ainsi à confondre instruction parentale avec terrorisme à la maison. Voilà, hein, c'est en fin de compte, c'est la parfaite continuité de ce quinquennat lamentable. En fin de compte, ils n'ont toujours pas compris ce qui se passe. C'est complètement contre-productif et même liberticide. Hein. Bientôt, on va nous faire une taxe et puis encore une subvention. Et voilà, c'est ce qu'on appelle des moments de bravure élyséens. Hein. C'est du flanc, c'est tout. Hein. Et du flanc pas frais sur quoi? Comment? On prétend augmenter l'importance de l'arabe à l'école, chose qui pourrait se discuter s'il y avait une demande de la part d'une majorité des Français, mais ce n'est pas le cas. Mais ce qui vient complètement en opposition avec l'idée même de ne pas singulariser certains dans le giron républicain. On sait pertinemment que le niveau en langue française s'effondre pour tous les élèves, que le niveau de maths devient véritablement préoccupant. On peine à voir la pertinence de cette mesure et pourquoi il ne faudrait pas plutôt renforcer l'apprentissage du français, y compris dans les familles où l'arabe reste la langue parlée. Il apparaît en effet que le français reste la langue du pays, de la France, et il semble plus que raisonnable de donner un maximum de chances de bien la parler et correctement l'écrire à ceux qui devront s'en servir partout pour y vivre décemment. Hein. Mieux vaut savoir bien parler le français quand on va faire une demande de RSA. Là, je suis méchant, je sais. Mais non, mais je veux dire, à un moment, voilà, hein, si moi je vais dans un pays du Maghreb, je ne vais plus citer de nom de pays parce qu'on fait le reproche, si je vais au Maghreb, et si je veux m'y assimiler, m'intégrer, participer à la vie économique, c'est l'arabe qu'il faut que j'apprenne. On ne va pas me dire, on va te donner des cours de français. Eh ben non, là on fait le contraire. Toulou, toulou, toulou. Bon. Ah oui, mais c'est vrai que l'éducation nationale a un manque de moyens. Enfin, il y a surtout une cohorte de jeunes branleurs. Enfin bon. Enfin, on met la charrue avant les bœufs, quoi. On s'attendait à des mesures fortes et tout ceci n'est qu'une seule succession de propositions électoralistes. Comme ça, en fin de compte, il joue un peu sur la droite en disant « je parle du séparatisme islamique », mais en fin de compte, il veut encore dépenser plus d'argent pour l'islam. Vous voyez, hein, puisqu'en fin de compte, le nerf de la guerre, c'est l'argent. L'argent, il le met quoi? Au service de l'islam, pour qu'on parle mieux arabe, pour faire des fondations, etc., etc. Donc, quelque part, il joue contre la France. Enfin, voilà. Enfin, passé un moment, on vous disait que, même encore en mars 2019, je crois, on vous disait qu'il était hors de question de toucher à la loi de 1905 concernant la séparation de l'Église et de l'État en France. Et maintenant, on vous parle de retripoter le texte. Et en fin de compte, on va même adapter notre loi à l'islam. Hein, d'accord? On fait, en fin de compte, c'est plus tellement séparé. Hein. Puis c'est toujours, avec Macron, en fin de compte, il vous présente les choses, il vous dit, c'est notre responsabilité. Je veux dire, c'est la République qui a failli, et donc elle doit s'adapter à la nouvelle donne, et donc il faut s'adapter aux musulmans. Mais en fin de compte, vous apercevez d'une chose, la réalité de tous ces problèmes, c'est surtout un abandon des fonctions régaliennes de l'État suite aux pressions des habituels activistes. Il y a des zones de non-droit qui
qui ne le sont pas dans un premier temps à la cause de l'islam, mais à cause de l'absence de réponse ferme d'un État régalien qui s'est évaporé. Donc après, évidemment, au fur et à mesure, l'islam a pris sa place et s'est implanté. Les trafiquants de drogue se sont implantés. Ils ont fait leur propre loi dans les quartiers, vous voyez, parce qu'il n'y avait plus la loi de l'État. Donc automatiquement, il y a un système, on va dire, mafieux, si vous voulez, et qui s'installe et qui prend la place, c'est tout. Mais vous avez donc des prédicateurs religieux radicaux. 30 secondes. Oui. Excusez-moi, je reprends, on est venu me déranger pour un renseignement. Oui, je parlais des prédicateurs radicaux. Donc, cela continue. Toujours pour la même raison. Il y a des lois qui existent et qui interdisent ces prêches radicaux contre la France. Il y a des lois qui permettent d'expulser ces prédicateurs. Mais en fin de compte, on ne les applique pas. Donc on vient chaque fois vous expliquer, on va faire ci, on va faire ça, mais il y a déjà des tas de lois qui existent. Et rien n'est appliqué. Voilà. Hein. Donc si vous voulez, il y a des problèmes sociétaux qui sont dus à l'absence de l'État, et en fin de compte, il y a la religion qui a pris sa place, et voilà, et puis on a laissé s'installer des tas d'associations, hein, des propagandistes de l'antiracisme, de l'antifascisme, d'autres fariboles, faussement humanisme. Et voilà, tout ça est dû à la démission complète de l'État. Si l'État était présent et assurait ses fonctions auprès de la population, eh ben, il n'y aurait pas d'état d'association. Je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir une association islamiste pour donner des cours du soir pour l'aide aux devoirs. C'est quelque part donner le fouet pour se faire battre, comprenez ? S'il y avait une prise en charge de l'État en disant les enfants qui ont besoin d'avoir une aide aux devoirs le soir, on fait une permanence à l'école, voilà, ils restent en études, etc. Mais il faut croire, je ne sais pas, s'il y a des associations qui se créent, qui sont souvent religieuses, qui donnent des cours de religion et d'aide aux devoirs, vous pensez bien que si certaines associations sont dominées par des gens qui sont un petit peu très très rigides et anti-France, eh ben on va formater les gamins. C'est logique. Voilà. À force de toujours collectiviser, les politiciens et l'État ont fusillé la notion de famille. Il n'y a plus d'autorité parentale, il n'y a aucune autorité sociale qui rappelle les règles de la vie en société. Voilà. Il n'y a plus de responsabilité personnelle. Puis quand vous avez des personnes qui sont étrangères, qui ont des problèmes avec la loi, mais toujours à excuser, vous voyez, toujours passe-droit. Ah oui, mais ils sont pauvres, ils sont immigrés. Ah oui, mais ils ont été colonisés par la France. Toujours les bonnes excuses, vous voyez, toujours. Mais attendez, il y a des gens qui ont 10, 15, 20, et j'en passe, actions sur leur casier judiciaire. Donc à un moment, on passe une fois, on passe l'éponge 2 fois, mais pas 20 fois, 30 fois. Voilà, bon, enfin bon. Le souci, si vous voulez, c'est qu'on a fait de certaines personnes, de certains quartiers, toujours des victimes permanentes, qui ne savent que venir pleurer, si vous voulez, pour demander de l'argent auprès de l'État, des aides, et voilà. Mais en fin de compte, ça en devient de l'abus. De toute façon, si on ne s'attaque pas absolument à la racine du mal, eh ben, si on n'apporte pas vraiment des réponses intelligentes, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, comme on laisse aller à volo, ce pays est presque foutu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Alors, vous apercevez que dans le discours de Macron, il utilise beaucoup, surtout les mots républicain, hein, mais le moins possible le mot France. Si vous voulez, dans sa bouche, la République est l'absolu, puisque ça peut se fondre encore dans l'Europe. La France, non. Il l'utilise vraiment quand il est
obligé. Hein. La nation est rarement évoquée aussi, parce que justement, on cherche à faire de la France une région de l'Europe. Hein. Voilà. Oui, dans un autre sens, vous apercevez aussi, c'est très bizarre, en fin de compte, Macron est un faux libéral qui prétend multiplier la surveillance à l'intérieur parce qu'il n'a pas le courage et l'intelligence de surveiller les frontières. Vous apercevez que dans son discours, à aucun moment il ne parle d'immigration. Il vous parle de pression migratoire qu'il constate et auquel on doit s'adapter en y cédant. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune volonté politique de dire stop. Ah mais vous comprenez, donc il faudra faire avec, il faudra s'adapter, gna 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 gna. 200 000, 300 000, 400 000, 500 000. Porte ouverte. Hein. Comment dire, n'importe qui doté d'un minimum de bon sens remontera à la source du problème, autre le problème de l'État. Hein. L'islam est une religion qui ne sépare pas la politique de la foi pratiquée majoritairement dans des pays peu démocratiques et culturellement éloignés d'une autre. Parfois, ils sont présents, effectivement, pour les pays du Maghreb par la langue, mais sinon, c'est complètement différent. Donc, il y a surtout un lien à l'intérieur du groupe familial avec ses propres traditions. C'est normal, je ne leur ai fait pas greffe. C'est comme ça que ça se passe chez eux. Ils sont soudés, il y a une cellule familiale très, très, très forte et des traditions. Et quelque part, les musulmans sont à l'intérieur d'une grande famille qui s'appelle l'Oumma. C'est la famille de tous les musulmans. Hein. Donc, comment vouloir sortir une personne de cette famille pour l'extraire et lui dire « Maintenant, tu fais partie de la famille des Français ». Vous voyez ce que je veux dire? Tu appartiens à la nation française. Non, je suis musulman, j'appartiens déjà à l'Oumma, et puis moi, je suis originaire de tel pays, voire même de telle tribu, et donc j'ai mes racines. Vous voyez, c'est très particulier. Hein. Donc, comment voulez-vous intégrer hein. Donc, et vous laissez, au fur et à mesure que tous ces gens s'agrègent au sein de la France, en venant, en important leurs traditions, vous faites un État dans l'État. Donc, il y a des quartiers complètement autonomes, donc comment voulez-vous que ces gens fassent l'effort de s'intégrer dans la mesure où, quelque part, c'est le bled dans le quartier. Je simplifie, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, hein. Donc la seule solution, c'est de limiter l'immigration. Il y a assez de personnes étrangères, bon, ben, ils sont là, ceux qui veulent s'intégrer, ça va, ceux qui ne font pas de délit, etc., ok, et puis ceux qui posent des problèmes, qui ont une double nationalité, eh ben, ma foi, je pense que ça ne leur convient pas de vivre en France, que ça pose trop de problèmes, je veux bien le comprendre, donc ils retournent dans leur pays. C'est tout. Bon, on se quitte bons amis. Ça ne convient pas, ça ne convient pas. Vous avez fait un CDD, vous repartez. Hein. Voilà. Donc, il faut limiter cette immigration, bien sûr, par des quotas. L'accession à la nationalité ne doit pas se faire comme ça, parce que vous arrivez, vous débarquez d'un bateau, madame est enceinte de 8 mois, et hop, elle fait un petit, et de pakistanaise, son petit se retrouve français. Attendez, des gens qui ne maîtrisent même pas le français et tout. Ah ben, mon fils, il est français, moi je suis française, et puis voilà. Donc, suppression, évidemment, du droit du sol, et favoriser les échanges de nationalité et les expulsions. Expulsions de clandestins, de délinquants, voilà, avec des solutions réalistes. Hein. Ce n'est pas aux Français de subir les conséquences d'une politique migratoire irresponsable. La logique d'une politique de surveillance, comment dire, on est rentré dans cette logique de surveillance totale, et donc on accroît les contraintes sur nos familles, on impose une scolarité à 3 ans aux Français, on interdit l'éducation familiale, et puis en fin de compte, tout ça sous le prétexte de lutter contre le séparatisme islamique, vous voyez. Enfin, et je répète, notre cher président s'empresse toujours de dire que nous sommes évidemment les grands responsables de cet échec à cause de notre passé colonial, voilà. Hein. Il est toujours dans la repentance, mais il ignore également la souffrance des Français d'Algérie, des Pieds-Noirs, des Harkis, chassés d'un pays qui, comme la plupart des États musulmans,
supportent mal l'égalité dans la diversité. Hein. Donc on doit toujours se plier à la majorité musulmane qui impose sa loi. Alors face aux 5 piliers de l'islam, le discours présidentiel élève les 5 piliers de la République: laïcité, contrôle de la vie associative, l'école, l'islam des Lumières et la politique de la ville. La folie. Tiens, ça me fait penser à la formule d'Einstein. La folie, c'est agir de la même manière et attendre un résultat différent. Politique de la ville, on l'a fait depuis des années, on balance des milliards. Franchement, est-ce que ça a changé quelque chose? Non, dans la mesure où le premier geste antisocial de certaines bandes de jeunes, c'est de brûler et de casser. Donc, vous construisez, vous mettez du neuf, et ils reviennent et ils cassent. Enfin bon. On va former des imams, mais enfin, quelque part, il n'y a pas de clergé défini dans l'imam sunnite. Hein. Bon, on va renforcer encore l'enseignement de l'arabe et de la civilisation musulmane en contrôlant davantage. Donc, effectivement, je reviens sur mon propos du départ. C'est quand même une curieuse façon de favoriser l'intégration en contribuant, en faisant le maximum pour que ces gens continuent à avoir là une fierté identitaire étrangère, hein, fiers de leurs origines. On se met à genoux devant leur culture, et voilà, sans aucune animosité, mais enfin, logiquement, l'intégration, elle se fait avec le français. Hein. Donc, nous allons encore faire plus, là où nous faisions déjà beaucoup, parce que notre génial président, effectivement, essaye de combattre et d'imposer l'ordre dans des quartiers où il y a surtout le trafic de drogue et puis un séparatisme religieux. Voilà. Hein. Bon. Alors, en fin de compte, vous apercevez qu'il y a... je peux terminer par là. Tout ça pour dire qu'il y a le poids d'une communauté qui est présentée par certains comme une richesse pour la France et qui, en fin de compte, va coûter encore plus cher à la société française, car faire plus avec les impôts des Français, oui, encore plus d'argent, hein, mais il me semble qu'avoir entendu que le gouverneur de la Banque de France s'inquiète à juste titre de l'envolée de nos dépenses et de notre dette, donc encore plus d'argent à dépenser pour essayer d'intégrer des gens qui, en fin de compte, veulent vivre leur foi et leur tradition à l'écart de la France et des Français. Il me semble. Et c'est vrai que, effectivement, il y a des... J'ai toujours dit qu'il y a 10% de voyous qui prennent en otage toute une communauté. Mais certaines personnes m'écrivent, bon, elles sont bien gentilles, mais elles ne se rendent pas compte, puisqu'elles sont dans leur communauté, elles ne se rendent pas compte qu'en fin de compte, cette communauté musulmane est étrangement silencieuse à chaque fois qu'il y a des attentats. Je n'ai pas entendu, moi, des personnes se revendiquant musulmanes, arabo-musulmanes, dire « Oui, c'est scandaleux, qu'est-ce qu'il vient faire ce Pakistanais, 25 ans, mais c'est une honte. Eh bien, ça fait 3 ans qu'il vit au crochet de la France, des impôts des Français et des musulmans qui payent leur impôt sur le revenu. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc, ils sont aussi dans la partie, puisqu'ils payent des impôts. Eh bien non, personne ne s'élève. Vous voyez, vous avez un imam par-ci qui va dire quelque chose, mais vous ne sentez pas qu'il y ait un courant de sympathie de la communauté, je veux dire musulmane. Hein. Vous voyez, les gens qui disent, putain, ils font chier, quoi, ces étrangers, ils viennent, c'est des migrants, nous on est installés depuis 30 ans, on a fait notre vie en France, on veut être tranquille, pépère, on ne peut pas trinquer pour des mecs qui arrivent, qui sortent une machette et qui vont frapper le premier inconnu et qui ne se connaissent même pas l'adresse de Charlie Hebdo, sous prétexte de venger le prophète. Vous voyez, c'est ça le problème aussi. Hein. Et donc on a l'impression, nous en tant que Gaulois, que eh ben, tous les musulmans sont contre tous les Français. Mais le problème, c'est que il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent vous dire le contraire, ou il n'y a pas d'acte, si vous voulez, qui le démontrent. Voilà. Bon, aucun miracle de la part de Macron, simplement il a voulu utiliser des mots pour essayer de gratter sur la droite, hein, et rallier encore plus de LR en fonction des prochaines élections présidentielles. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Hein. Voilà. Sur ce, écoutez, je vous laisse. Il commence à avoir du bruit ambiant là à côté de chez moi. Ça doit être un petit peu délicat à l'écoute. Merci pour tous les partages, tous les commentaires. Et puis écoutez, je suis toujours fidèle. Je passe le bonjour à tous les Français expatriés et même les nationaux au Québec, en Amérique du Sud
Australie et compagnie, tous ceux qui m'envoient des messages sur ma boîte mail. Voilà, sur ce, je vous remercie bien bas, et puis ma foi, toujours fidèle au poste, et puis ma foi, partagez, hein, je compte sur vous. Allez, merci, à très bientôt. Au plaisir.